Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de participer à cette présentation axée autour du choix des matériaux. Une question un petit peu triviale, faire le bon choix des matériaux. C'est un sujet qui pourtant est à la base de tout projet, R&D, développement, bureau d'études, conception, etc. Et c'est un sujet sur lequel Total Materia travaille depuis maintenant un peu plus de 25 ans, en étant la source de données de référence de beaucoup d'entités, de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de services pour accéder aux informations des matériaux. Alors pourquoi cet enjeu est particulièrement, je dirais, important à l'heure de la numérisation? Parce que justement, beaucoup de problèmes sont liés à l'accessibilité de l'information, à l'accessibilité de la connaissance. Mon nom est Jérôme Cailleux, je suis responsable du secteur francophone chez Total Materia. Je vous dirai deux mots bien sûr de notre entreprise, mais d'abord j'aimerais poser quelques jalons, disons, dans cette problématique. Et le slide suivant est un petit peu un slide, je dirais, accrocheur, provocateur volontairement, qui sonne un peu comme une tranche de vie, on va dire. Alors, on dit, oui, Total Materia, tous les ans, on est au Carnot, tous les ans, on parle de données matériaux. C'est un peu notre mantra, on va dire. Mais ce n'est pas seulement notre mantra, c'est aussi une vraie problématique. Et cette problématique se décline dans différents secteurs industriels, dans différents types de recherche, différents types de projets. Et voilà ce qu'on entend. On entend, bon, on a des projets qui tournent, on ne change pas nos matériaux, on sait qu'on a notre acier inox qui fonctionne bien et on ne va pas bouger. Mais évidemment, il arrive un moment où le bon vieil acier inox va devoir être changé parce que tout simplement on ne le trouve plus. Si on ne fait pas dans les temps le bon choix, eh bien c'est d'abord un coût, évidemment, associé au projet de développement. L'autre problématique qu'on rencontre très souvent dans les bureaux d'études, c'est évidemment, j'ai plein d'informations sur les matériaux, on les connaît, etc. Mais pour ma simulation, oui, j'ai quand même des informations, et puis j'ai aussi le pifomètre. Je connais à peu près mon module Young, mon module d'élasticité. Bon, ça ne devrait pas trop bouger. Et en fait, si. Si on met de la mauvaise donnée à l'entrée dans les logiciels de calcul et de simulation, les résultats vont être très mauvais. Il va falloir tout recommencer et puis il va falloir reprendre les choses dès le départ, c'est-à-dire se documenter correctement pour pouvoir mener à bien son projet. Donc la première étape, c'est toujours en fait l'accès à la documentation. C'est toujours l'accès à la connaissance en définitive. Ensuite, on a une problématique clientèle. On a des clients qui sont un petit peu tatillons, un petit peu exigeants en termes de matière, mais qui ne nous donnent pas forcément toutes les informations dont on pourrait avoir besoin. Ou alors qui nous donnent des informations qui nécessitent, disons, un rafraîchissement, parce que le matériau au plan, c'est une norme des années 80, et évidemment, aucun fournisseur ne l'a dans son stock. Donc cette problématique-là aussi est liée aux efforts de l'industrie dans beaucoup de domaines, liés aux efforts notamment environnementaux, dans l'aéro-industrie par excellence polluante malheureusement. Les choix de matériaux vont avoir une incidence directe sur le poids d'un aéronef et donc sur sa consommation. Ce sont des choses, mais vraiment, je vous ai dit, on commence par des grands basiques, quoi. Ensuite, il y a la question de la conformité réglementaire. Cet empilage de réglementation tous les mois, une nouvelle réglementation, comment je fais pour suivre tout ça? Je suis isolé dans mon bureau d'études, moi je connais mes propriétés mécaniques, mes propriétés physiques, et puis le service QSE me casse les pieds à trouver des matériaux qui soient REACH ou RoHS compliant. Et c'est pas mon métier, mais bon, enfin si, ça le devient en fait. Donc voilà, il y a cette problématique de conformité très importante. Les matériaux, évidemment, évoluent avec le temps, ou plutôt la manière de désigner les matériaux évolue. Alors, on a des nouveaux matériaux, évidemment. Ici, on parle beaucoup d'innovation, on parle beaucoup de R&D, mais vous seriez étonné de savoir que les entreprises les plus innovantes, en termes de matériaux, en général, sont très classiques, connaissent déjà bien un certain groupe de matériaux qui fonctionnent, mais voilà, il faut pouvoir les trouver. Et puis, mon entreprise fait ses plans en Europe, mais ma production est en Chine. Et le fournisseur chinois, qu'est-ce qu'il me dit? Moi, je ne vous fais pas de l'EN, je vous fais du GB. Alors, 3-4 nuances, qu'est-ce que je valide?
Et ça peut causer de sérieux retards. Si on n'a pas prévu dès le départ qu'on délocalisait une partie de la prod en Asie, en Amérique du Nord, alors que tous nos plans sont en normes EN ou ISO même d'ailleurs, eh ben c'est un facteur de retard très très important parce que évidemment il faut reprendre le projet de choix de matériaux dès le départ. Donc un choix, non seulement un choix, mais aussi un choix d'alternative dès le départ. Et puis l'objectif de neutralité carbone. Alors ça c'est le truc. Les gens s'arrachent les cheveux d'ailleurs, oui, moi aussi. Et là, il n'y a pas vraiment de passe-droit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, dès les premières idées de conception, avoir une vue la plus claire possible sur qu'est-ce qui va avoir une réelle incidence sur l'empreinte carbone du matériau et donc du produit fini. Et le matériau, c'est ce qui grève l'empreinte carbone d'un produit. Il faut être conscient que c'est vraiment le choix de matériaux dès le départ qui va déterminer l'empreinte carbone du produit au final. On a beau le transformer, le transformer le moins possible, etc. Ces éléments sont à prendre en compte dès le départ. Donc, est-ce que c'est vraiment seulement notre mantra ou est-ce que ça résonne avec des choses que vous connaissez dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos problématiques ? Je suis sûr que certains d'entre vous se posent plein de questions. Et les réponses qu'on essaye d'apporter, nous, chez Total Materia, à ces challenges, eh bien, on essaye de les apporter dans différentes directions. D'abord et avant tout, Total Materia, ce sont des documentalistes. Donc, ce sont des gens qui sont en charge de veiller l'information technique sur les matériaux, de la collecter, de l'organiser dans une solution et de la rendre accessible aux ingénieurs, quel que soit leur projet, et aux chercheurs d'ailleurs aussi, bien sûr. Donc l'accès à l'information, l'accès à une information numérisée, facilement comparable, exploitable, consultable, etc. Ça fait effectivement 25 ans, 26 ans même d'ailleurs, qu'on fait ce travail chez Total Materia. Maintenant, les entreprises, évidemment, ont aussi beaucoup d'informations en interne, parce qu'il n'est pas tout d'avoir les données bibliographiques. Évidemment que pour vos projets, ces données sont complétées par des données produites par vos laboratoires internes, par les laboratoires associés. Il y a toute une croisée en fait, d'informations qui se retrouvent généralement en différents endroits dans l'entreprise. Donc la gestion de l'information matériaux, des données matériaux, est un enjeu dans l'entreprise très important. Cette gestion la plus centralisée possible d'ailleurs. Et si possible, également intégrée aux outils qui gèrent non plus seulement les questions de matériaux, mais qui gèrent aussi les questions de produits. Donc, pour la conception des produits, on a besoin de données pour faire de la simulation, pour faire des calculs de structure, de dimensionnement, etc. Il faut mettre de la data à l'entrée pour avoir un résultat à la sortie. Il faut aussi gérer, par exemple, la conformité des matériaux dans le PLM. Donc savoir que les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer tel produit, qui sont dans la nomenclature, sont tous conformes et ont tous, si possible, une empreinte carbone la plus basse possible. Donc on met en jeu en permanence non seulement des données, mais aussi des calculateurs qui vérifient que ces données sont en conformité avec les objectifs qu'on souhaite atteindre. Conformité ou durabilité. Et évidemment que pour accompagner un petit peu ces changements, ces évolutions, on a essayé de pousser vers une synergie de plateformes. Donc Total Materia n'est pas seulement une base de données, c'est d'abord aujourd'hui et avant tout une plateforme. Plateforme dans le sens où elle met en œuvre plusieurs solutions qui vont pouvoir fonctionner en synergie. Alors il y a une synergie entre les outils évidemment qui permettent de stocker, de valoriser les données internes et la base de données de référence bibliographique qui va toujours avec. Mais cette synergie permet aussi d'aller plus loin, par exemple en utilisant l'intelligence artificielle. Qui dit données, dit possibilité d'avoir un super cerveau qui va analyser ces données et proposer des réponses intéressantes en termes de modélisation des matériaux, en termes d'extrapolation du domaine du réel. Donc il y a beaucoup de matériaux pour lesquels on a de la documentation certes, mais parfois un peu lacunaire. Donc combler ces lacunes en utilisant l'intelligence artificielle, c'est ouvrir potentiellement des pistes avec des matériaux qu'on connaît, mais pas dans les applications nouvelles qu'on envisage. Donc de voir si, à l'épreuve de cette analyse, qui précède l'analyse physique, disons, des matériaux, le test, on peut déjà envisager des candidats dans des applications, disons, encore inhabituelles.
C'est l'objet de l'intelligence artificielle. Pardon. Et enfin, cet aspect de conformité et de durabilité des matériaux nécessite là aussi des analyseurs qui prennent en compte les réglementations de conformité avec tout ce qui doit être mis à jour en permanence, évidemment, parce que ça change, la réglementation tout le temps. Là, on parle des PFAS en ce moment, donc c'est un grand sujet, évidemment. Les producteurs de matériaux essayent de s'aligner avec une réglementation qui n'est pas encore officiellement publiée. Donc, évidemment que les utilisateurs de matériaux, eux aussi aimeraient bien, mais la documentation n'existe pas encore officiellement, ou alors très partiellement. Et les objectifs de durabilité. Neutralité carbone 2050. Bon, j'ai signé. Maintenant, les gars, débrouillez-vous. Le haut management a dit on va le faire, et le bureau d'études dit bah oui, mais comment? Et il y a pourtant des manières pragmatiques et simples de le faire. Il faut simplement croiser les informations qu'on a sur les matériaux et les outils pour calculer justement ces résultats, ces bilans carbone, ces analyses de cycle de vie. Donc prendre en compte les différents champs, disons, de connaissances qui existent et les croiser. Ça paraît simple comme ça, mais évidemment qu'il y a très peu d'acteurs, très peu d'outils qui permettent de faire ça au jour d'aujourd'hui. Et je dirais, Total Materia est l'un de ces outils. Donc dans nos quatre marques, que certains d'entre vous d'ailleurs connaissent bien, il y a cette grande synergie. Total Materia Horizon, c'est effectivement l'horizon des données publiées. C'est l'horizon, le champ, disons, bibliographique. C'est l'information de base à partir de laquelle on commence son projet d'ingénierie. Total Materia Integrator, c'est l'outil qui permet d'intégrer les données publiques et les données internes dans un seul outil et d'en faire le référentiel commun, le single source of truth, comme on dit en anglais. Donc le référentiel matériaux, l'outil de gestion de l'information matériaux de l'entreprise. Predictor, comme son nom l'indique, c'est l'outil qui permet effectivement de prédire, donc en utilisant des modèles de machine learning, le comportement des matériaux. Tout ça, je vais vous l'expliquer avec quelques slides plus en détail, bien sûr. Et Greenline, comme son nom l'indique, l'outil qui sert à verdir un petit peu ces projets d'ingénierie. Verdir ces choix de matériaux. Alors, on pourrait évidemment parler longuement de ces différents produits. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un double temps à disposition, mais je ne veux pas vous fatiguer avec des slides. On est présent également sur le stand A01, donc vous pourrez venir discuter avec nous et parler de vos projets en particulier. Et puis on aura un temps d'échange après ces quelques slides aussi. Donc si vous voulez rester un petit peu, poser vos questions, aborder vos sujets avec moi, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Total Materia Horizon, donc rien de nouveau sous le soleil, sinon que c'est un outil qui continue à évoluer évidemment, qui couvre au jour d'aujourd'hui 580 000 références de matériaux métalliques, non métalliques, normalisés, non normalisés, solides et certains liquides, lubrifiants, revêtements, etc. Donc qui couvre, disons, l'ensemble du scope de matériaux qui sont généralement utilisés en ingénierie. Mais qui le couvre, je dirais, de manière la plus intelligente possible en donnant tous les outils pour sélectionner de manière multicritère, sélectionner avec des classements de performance en fonction de certains critères, de comparer, de justifier, donc des outils qui sont vraiment des outils de décision sur les matériaux. Et qui se basent aussi, bien sûr, sur des données donc basiques, je vous disais normatives, je vous disais des fiches techniques des fabricants, mais aussi des données plus complexes, issus de publications scientifiques, techniques, expérimentales, et qui sont intégralement retraitées par notre équipe. Donc il y a déjà ici un très grand ensemble de données disponibles qui couvrent vraiment des applications. Je peux vous parler de mon secteur francophone, qui vont des fabricants de skateboards aux fabricants de centrales nucléaires. Donc il y a vraiment une gamme industrielle extrêmement large qui va se servir dans cette source de données. Évidemment, pour certaines entreprises, l'aspect stratégique, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'aller se servir, mais il faut aussi capitaliser l'information. Alors bien sûr, celle qui est dans Total Materia Horizon, elle est toujours disponible, on l'a sous la main, mais celle qui est dans l'entreprise. Je vous donne un exemple, EDF, ces centrales nucléaires, a pris la décision il y a quelques années de ça, envoyer
toute la documentation papier dans un centre centralisé, dans un bunker. Donc toute la documentation technique. Ça veut dire que l'ingénieur qui est en arrêt de tranche sur une centrale nucléaire, qui doit intervenir en maintenance sur une matière, doit demander à cette centrale de lui envoyer une copie de la documentation papier. Ça peut prendre 3 semaines, 1 mois. D'accord ? Donc 3 semaines, 1 mois pour avoir les caractéristiques d'un matériau pourtant normalisé, mais dans une norme des années 70, ça veut dire un retard potentiellement très conséquent dans le traitement des problématiques qui sont gérées pendant l'arrêt de tranche. Alors évidemment, en général, ils savent un petit peu en amont ce qu'ils doivent demander, mais aussi des surprises de dernière minute. Et on ne peut pas se permettre une imprécision dans ce domaine-là. Donc évidemment que capitaliser ces informations qui sont importantes, les avoir sous la main, les comparer avec les informations qui sont dans la littérature de l'époque, mais aussi les littératures au jour d'aujourd'hui, ça permet d'avancer beaucoup plus vite sur ce genre de projet-là. Et puis évidemment, il y a aussi, avec un outil personnalisable, l'aspect de contrôle de qui, comment va utiliser les données. Autrement dit, le workflow. J'ai un contributeur, j'ai un validateur, j'ai des utilisateurs finaux qui vont simplement accéder aux données, mais qui ne vont pas pouvoir les modifier. Donc il y a tout ce workflow, tout ce petit monde de gens qui gravitent autour de la donnée matériau, qui vont pouvoir trouver quelque chose grâce à Integrator. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'ingénierie et dans le domaine du génie des matériaux est quelque chose de relativement nouveau, même s'il existait des outils qui, sans forcément passer par l'intelligence artificielle, étaient capables, déjà depuis quelques années, de reconstituer le comportement des matériaux, l'élaboration des matériaux, on va dire. Nous, on s'axe plutôt sur l'aspect comportement, je dirais, mécanique, physique des matériaux. Donc ce comportement qui va être intéressant pour les bureaux d'études. Je vous prends un exemple. Vous avez un alliage d'aluminium que vous connaissez parfaitement, qui est bien documenté à la température ambiante. Par contre, vous devez le faire fonctionner à 150 degrés. Nulle part, on a de documentation sur l'utilisation de cet alliage en particulier à 150 degrés. C'est dommage parce que j'en ai 1,5 tonnes dans mon stock. Et avant d'aller rechercher peut-être une autre matière, je voudrais quand même savoir si cette matière pourrait passer la rampe à 150 degrés, tout simplement, dans les conditions de traitement thermique, de forme de livraison que j'ai à disposition sous la main. Alors, la case normale, c'est de dire, je vais faire des essais. Donc, essais en température, ça va prendre du temps, ça va coûter 5 000 € par jour. Dans certains cas, ça va être effectivement une grosse dépense pour peut-être avoir une réponse négative à la fin. Pour le prix d'une journée d'essai, on peut avoir une licence sur un outil d'intelligence artificielle qui va vous dire « Oui, ça vaut le coup effectivement de faire un essai, donc d'avoir des résultats vraiment caractérisés, bien précis, ou bien déjà avec une analyse statistique, parce que l'intelligence artificielle et modèles d'intelligence artificielle, c'est de l'analyse statistique, c'est de la mathématique tout simplement. Hein. Enfin, tout simplement. Je ne suis pas mathématicien, donc je peux me permettre de dire ça. Donc, l'idée, c'est de pré-caractériser les matériaux en les faisant passer par cette analyse de l'intelligence artificielle et d'ouvrir justement des possibilités. L'autre idée, c'est d'avoir aussi des données qui vont pouvoir éventuellement être utilisées en simulation, avec précaution évidemment, mais d'avoir de la data pour lancer les calculs, avant d'avoir forcément des résultats de calcul physique. D'accord ? Donc ça, c'est une technologie qu'on a lancée chez Total Materia il y a maintenant 2 ans, qui fonctionne avec un certain nombre de propriétés basiques en température, et puis des propriétés non linéaires comme les courbes de traction, comme la limite en fatigue par exemple. Et enfin, puisque la question de la durabilité et de la conformité des matériaux est devenue absolument très importante, et surtout à prendre en compte dans des phases vraiment initiales de développement de nouveaux produits, souvenez-vous, choisir les bons matériaux, conforme, durable dès le départ, c'est s'assurer d'avoir une empreinte carbone plus réduite sur les matériaux. Je me pousse, je vais regarder l'écran. Et aussi, bien sûr, la conformité. Il y a eu des cas de rappel tonitruants dans l'industrie, de consoles vidéo, de choses comme ça, simplement parce que le fabricant n'avait pas pris la précaution de vérifier qu'il y avait du cadmium dans son câble. Je ne me souviens plus quel fabricant, je crois que c'était Sony, mais enfin, ça lui a coûté des millions, des millions.
Et ce qui est conforme pour le marché nord-américain n'est pas forcément conforme pour l'Europe et pour le Japon. Ça dépend. Donc toutes ces réglementations, évidemment, sont à prendre en compte pour le produit final, mais ça découle du choix de matériaux dès le départ. Donc l'idée d'avoir une solution, un analyseur qui fait le lien entre, très simplement, les données techniques des matériaux et tout ce que ça implique en termes de conformité et aussi en termes d'analyse de cycle de vie et aussi en termes d'empreinte carbone dès le départ, c'est vraiment une démarche d'éco-conception. Parce qu'on vous dit qu'il y a plein d'outils d'éco-conception, d'accord, mais ils sont très éco en général, ils sont très peu conception. Un concepteur, il a besoin de quoi aussi? Il a besoin de propriétés techniques d'un matériau, il a besoin de valeurs à mettre dans son logiciel de conception. Donc nous, on essaie de faire vraiment ce lien en passant par ce Green Line. Et bien évidemment, en termes de calculateur, on n'invente rien, ça c'est plus notre domaine à nous. On travaille avec des sources de référence comme EcoInvent pour l'analyse de cycle de vie, mais aussi des publications scientifiques qui donnent ces équations, qui donnent ces calculateurs. Donc on applique des outils de calcul existants, issus du champ public, à des informations sur les matériaux qui sont les plus précises possibles. Donc voilà un petit peu le domaine où on exerce maintenant depuis un quart de siècle. Ce que je vous ai mis sur ce slide-là, je vous l'ai en très grande partie dit. Ces jours-ci, on lance un outil qui s'appelle Total Material Optimizer, qui permet justement de classifier, de donner un score aux matériaux en fonction de leur performance, donc technique et environnementale. C'est un nouvel outil de recherche en fait, qui est disponible, avec une représentation graphique des résultats, etc. Donc il y a des sujets qui apparaissent comme ça très souvent au fur et à mesure des mises à jour qu'on effectue dans la base. Et je pense que ces sujets-là pourront directement vous intéresser. En quelques mots, je vous l'avais promis au départ, donc Total Materia AG est une entreprise suisse dont le siège est à Zurich, dont le centre technique est en Serbie, à Belgrade, en ex-Yougoslavie. Et c'est une petite multinationale de 70 personnes. Il y a des Français, des Allemands, des Néerlandais, des Japonais qui travaillent dans notre équipe et qui couvrent vraiment un spectre très très large de secteurs industriels, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que la question des matériaux, c'est vraiment une question transversale, tant en termes de métier qu'en termes d'industrie. Voilà, nous sommes sur le stand A01, venez échanger avec nous, venez vous poser vos questions. Qui sait, peut-être prendre un rendez-vous pour une petite démonstration, pour regarder un petit peu à quoi ressemble l'interface. On est à votre disposition. J'ai terminé ma présentation et je suis à votre disposition si vous avez des questions, des choses que vous voulez partager. N'hésitez pas. Et merci. Ne soyez pas timide si vous avez des questions. Il y a un micro à disposition du public, je crois. Voilà. Je crois que la dame voulait dire un mot. Je voulais juste vous dire qu'on a un rendez-vous à 12h30 avec vous, donc Ah d'accord. On se verra plus tard. Alors on se verra plus tard. Bien volontiers. Merci d'être venu. Messieurs, petite question. Bonjour. Bonjour. Ahmed Ismaël, société RE Direct. Oui, nous sommes en start-up et vous doutez ici qu'il y a beaucoup de start-up qui viennent chercher de R&D. Oui. Est-ce que vous avez des offres spécialisées pour le start-up qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'argent pour payer comme ODF ou de grands groupes? Oui. Merci beaucoup. Merci et c'est bien de poser cette question. Alors, en fait, nous, on travaille avec vraiment, je vous ai dit, des secteurs industriels très différents, mais aussi des tailles d'entreprises extrêmement différentes, qui vont de la PME au grand groupe. Et on a des systèmes de licence qui vont du monoposte jusqu'au compte corporate. Donc en fait, par exemple,
puisque vous voulez qu'on parle d'argent, il est possible d'accéder à Total Materia Horizon en monoposte à partir de 1 300 € par an. Ce qui représente en fait le prix d'achat de peut-être 6 ou 7 normes en définitive, alors que vous avez accès à plus de 550 000 références de matériaux. Quand je dis références de matériaux, en fait, ce sont toutes les propriétés fondamentales, chimiques, mécaniques, physiques, process, équivalence de matériaux qui sont accessibles à ce prix-là. Donc on essaie effectivement d'avoir une offre qui est intéressante déjà pour les petits bureaux d'études ou pour les startups. Ouais. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des données de process, par exemple, pour l'application de revêtement? Alors, en termes déjà, pour avoir les caractéristiques d'un matériau, il faut prendre en compte le process, par exemple le traitement thermique pour les métaux, les formes de livraison. Donc il y a déjà une partie en fait du process du matériau livré pour la transformation. Les revêtements sont couverts aussi dans la base. Il y a une section à part en fait sur les revêtements, que ce soit les revêtements normalisés, puisque certains matériaux selon les normes sont prévus avec un revêtement, ou les matériaux non normalisés. Donc les revêtements non normalisés, ça peut être tout type de revêtements organiques, inorganiques qui sont utilisés. Alors on ne met pas l'accent forcément sur le process, parce que la question du traitement de surface est aussi très largement en dehors du champ de l'information publique. Beaucoup de gens qui font du traitement de surface font du traitement à façon, mais il existe aussi quand même des traitements qui sont préexistants, une couche de polymère, couche de céramique même parfois, qui peut être appliquée. Et donc ça, on arrive à trouver effectivement de l'information. Et avec les caractérisations du revêtement sont toujours les données de type de process, donc le type de dépôt, hot dip ou autre, l'épaisseur, voilà, voilà. Et aussi la conformité, puisqu'il y a aussi cet aspect effectivement, est-ce que mon revêtement est REACH compliant ou pas, donc ça peut être un sujet effectivement très important. Une belle journée à tous. Au revoir.